Allez, donc on va démarrer. Donc, comme d'habitude, c'est un, un travail qui se décompose en 3 parties. La première partie, donc l'analyse du calendrier économique, les news à venir pour la semaine. La deuxième partie, la psychologie de marché dans laquelle on évolue et voir justement un petit peu en quoi ces news vont avoir un impact sur les attentes du marché. Et la troisième partie, donc plus graphique, voir sur quelle partie on peut devoir travailler graphiquement, quelles seront les zones intéressantes, etc. Donc, on va démarrer par le calendrier économique. Un calendrier économique, ma foi, qui ne sera pas extrêmement chargé normalement cette semaine. On verra assez clair. Il verra assez clair. Hop, donc, lundi 13 juillet. Lundi 13 juillet, on démarrera par un petit discours de Bowman à 11h25. On n'a rien d'autre à part donc 18h30 Waller. Et c'est tout pour lundi. Mardi, c'est férié donc chez nous, mais pas bien sûr pas aux US. Je sais pas si je ferai le live. Je profiterai certainement du jour férié. Excusez-moi, 20h, là, c'est pas bon le truc à 20h, hein? Non? Bon, ça n'aura aucun impact. D'accord, merci. Donc mardi, par contre, peut-être que oui, parce qu'il y a quand même une statistique importante, l'IPC, le CPI, hein, donc qui va sortir. On fera peut-être une petite session. J'ai pas encore vraiment décidé. Ça va dépendre aussi de ma femme, ce qu'elle a prévu. Donc bon, 14h30 en tout cas, marquez-vous. 14h30, le CPI hein, qui va sortir, donc l'indice des prix à la consommation pour l'inflation américaine qui doit sortir mardi et on verra que ça a forcément un impact assez important. Donc l'IPC, même si c'est pas la mesure préférée donc des membres de la Fed, on le sait, reste que c'est une statistique sur l'inflation et donc ça reste important. On aura aussi 14h55 les ventes au détail. Ça, c'est plus dans un souci de préparation du travail des cartes. 17h, on va voir, non, 17h, l'IPC de Cleveland, ça ira. 18h40, donc le vice-président de la Fed qui va parler, Barr. 19h, Goldsby, 19h30, Cook. Donc là, on a le défilé cette semaine hein, des membres du FOMC, forcément, puisque la semaine d'après, plus on va se rapprocher de la semaine de la Fed, ils ne vont pas pouvoir parler. 20h55, on va aussi avoir donc Bowman encore à nouveau. Transaction nette long terme, donc là après ce sera sur 22h, donc c'est bon. Mercredi, taux hypothécaire 30 ans, je pense à dire comme d'habitude, tac tac. Les prix à la production mercredi, ça va avoir une importance. Hop, 14h30, les prix à la production. 14h30 donc, tous les prix à la production qui sortent en même temps. IPP, discours de Williams, 14h45. Même si là, ce ne sera pas d'impact majeur. Tac, tac. Les raffineries de pétrole à 16h30. Bon, normalement, nous, ça devrait aller. C'est les stocks hein, qui sont surtout intéressants. On va quand même se marquer 16h30. Le pétrole, comme on y est quand même sur le marché et que le pétrole commence à... Alors, dans une moindre mesure maintenant, parce qu'on voit qu'ils sont moins stressés qu'avant par la guerre en Iran. Mais 19h, on va avoir Cook qui va prendre la parole. Et voilà, Beshbook de la Fed à 20h. Mais bon, ça, ce sera rien de... Normalement, pas de grande découverte dans ce Beshbook. Allez.
le 16 juillet. Jeudi 16 juillet, donc. On va avoir les ventes au détail à 14h30, les inscriptions au chômage, forcément. Les inscriptions au chômage comme d'habitude. Tac, tac, tac. OK. L'indice de Philadelphie. OK. Ça sera dans 14h30, 14h30. Promesse de vente de logement à 16h. Bon, ça devrait aller parce que c'est pas encore une angoisse. On va voir après le GDP d'Atlanta. Donc, donc, ce sera noyé les ventes de logement, noyé dans la bougie de 16h. 17h30, donc le GDP Atlanta. Et là, ça nous amène après à 18h30 et 19h25 avec deux prises de parole. 18h30, donc c'est Logan. Et 19h25, c'est Schmid. Voilà. On va passer à vendredi, 17 juillet. Vendredi 17 juillet, on va avoir pareil, une parole. À 1h du matin, indice des prix à l'importation 14h30, import-export, on va mettre 14h30. Le 17 juillet, bon, normalement on n'y est pas, hein, donc on ne s'exposera pas, mais on regardera un peu ce qui se passe. Allez, indice des prix à l'export et à l'import, mise en chantier, ok, permis de construire, ok, tout ça, ça va être dilué dans la bougie de 14h30, 15h15, ça ira. Et là, 16h, donc l'indice Michigan, noyé dans la bougie de 16h, comme d'habitude. 16h45, le GDP d'Atlanta tient. Hop, pour une fois, il sera plus tôt que d'habitude. GDP Atlanta, donc 16h45. Et voilà, on sera bon pour ce qui est des statistiques. Reste que, donc, vous le voyez dans le titre, hein, c'est une saison des résultats qui démarre, qui commence. On pourra avoir donc des gros poissons qui commencent à donner leurs résultats, notamment donc en pré-ouverture, avant l'ouverture des marchés. On va avoir JP Morgan mardi, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup. Donc là, c'est les bancaires. Ça a un gros impact sur le Dow Jones, hein, bien sûr, plus que sur le Nasdaq. Mais forcément, si on a un mouvement des mauvais résultats au niveau des banques sur les résultats américains, forcément, ça a un impact aussi sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que les résultats quand même des banques aussi dépendent des fonds d'investissement. On sait très bien que les Américains ont beaucoup d'actions en portefeuille et donc les résultats des banques, c'est quelque chose d'important. L'accessibilité au crédit aussi, la consommation, c'est quelque chose d'important. Donc, ça rassurerait le marché de savoir que les banques, notamment dans la consommation, notamment pour voir en fait un peu la tendance de fond que l'on peut avoir sur cette consommation. Donc, ces résultats-là vont peser pour l'ouverture de lundi. Donc, à faire attention à l'ouverture, hein. On va se le mettre. Résultats bancaires pré-market. Donc, ça, c'est important parce qu'ils sortent tous en même temps. Et donc, du coup, on va avoir, avant l'ouverture du marché, mercredi 15, on aura... attendez, je n'ai pas mis au bonjour, j'ai mis lundi, sauf que c'est mardi. Mercredi 15, on aura ASML qui sort ses résultats juste avant l'ouverture des marchés. Donc ça, c'est pareil, il y aura un gros impact. On aura aussi BlackRock qui va sortir ses résultats avant l'ouverture des marchés. Là, oui, il y a un impact sur le Nasdaq assez évident, assez direct, hein, puisque même si Morgan Stanley continue à publier, il y aura d'autres bancaires qui continuent à publier, mais ASML, bien sûr, hein, une grosse capitalisation,
qui investit dans l'IA, qui a des parts importantes. C'est un marché, c'est une des valeurs de croissance cible. Donc, le Nasdaq, forcément, cette publication avant ouverture, attention, ne soyez pas en position avant ouverture mercredi, pardon, ne soyez pas en position quelques minutes avant l'ouverture parce que d'un seul coup, vous verrez pas mal de contrats sortir et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc voilà, à se noter, attention, SML en pré-market. Donc pourquoi on se met attention? Parce que c'est assez rare sur le Nasdaq, les boîtes qui publient en pré-market. Hein. On publie généralement en post-market. Tiens donc, post-market d'ailleurs, c'est Netflix. Netflix qui arrive jeudi 16 juillet, publication de Netflix. Donc, un des gros aussi, un petit peu du Nasdaq. Pourquoi Netflix compte surtout? C'est pas tellement par sa taille, hein, parce que vous le voyez, regardez, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Netflix. On a surtout une capitalisation boursière de 300 milliards d'euros. D'accord, 300 milliards d'euros de capitalisation boursière. Si on prend ASML, que je pense très peu de monde connaît, ici, vous avez 689 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc, on est quand même 2 fois plus élevé que pour Netflix. Mais Netflix, c'est un produit de consommation et c'est surtout, il n'y a pas d'horaire pré-market, Richard, c'est n'importe quand, avant l'ouverture du marché. Donc, ça peut être à 14h, 14h30, c'est n'importe quand. Généralement, c'est quand même entre 14 et 15h, mais s'ils ont envie de sortir à 13h, ils ont le droit aussi. Donc, du coup, on a pourquoi en fait, du coup, on s'intéresse autant à Netflix si finalement c'est pas un gros poisson de par sa capitalisation? Tout simplement parce que Netflix, c'est quelque chose que l'on peut se passer assez facilement puisqu'on coupe l'abonnement et on le remet très facilement en fait. Donc, si on a un besoin de faire des économies dans sa consommation, c'est quelque chose que l'on peut couper assez rapidement et donc avoir des nouveaux clients pour Netflix, c'est donc montrer que le client, le consommateur consomme tout simplement et ne cherche pas à faire des économies. Donc c'est ce que regardent essentiellement dans cette boîte les investisseurs. Et après, ce sera plus calme puisque vendredi, on est moins exposé. Voilà pour ce qui va arriver la semaine prochaine en termes de résultats. Donc, c'est quand même pas mal. Non, 10h30, ce sera pas ça, hein. 10h30, c'est sûr que ce sera pas ça parce qu'en fait 10h30, chez eux, c'est 4h du matin. Donc c'est pas considéré, c'est pas du c'est pas là. C'est plutôt ça peut être du 7h du matin, 8h du matin chez eux qui peut correspondre du coup, nous, à 14h ou 13h, mais c'est très rare que ce soit avant. Généralement, c'est plutôt entre 14 et 15h. Voilà, bon, donc s'il n'y a pas de questions sur le calendrier de la semaine, on va passer à l'analyse un petit peu macro et l'analyse de psychologie de marché. Cette psychologie de marché, comment elle évolue? Eh bien, tout simplement, hein, on s'était un petit peu, on va dire, laissé sur, il y a maintenant, allez, 2 semaines, 3 semaines maximum, avec un marché de fonds qui pensait qu'on aurait plutôt une hausse de taux, hein, mais qui était quand même bien placé pour que au mois de juillet, on n'ait pas cette hausse de taux et qu'on attendrait plutôt septembre pour laisser passer cet effet Coupe du Monde, laisser passer cet effet de guerre, voir un petit peu quelles étaient les tendances réelles sur l'inflation, au niveau notamment de la guerre, avant de prendre une décision de hausse ou de baisse de taux. Le Warsh, le président de la Fed, nous a pas donné beaucoup d'indications, puisqu'il a décidé même de ne plus donner d'indications lors des
des réunions de la Fed, hein, sur les prochaines tendances de réunion. Et donc, ça a aussi laissé suspecter qu'ils disent ça parce qu'ils avaient plutôt envie de visualiser une hausse de taux dans les prochaines réunions et que plutôt qu'une baisse de taux, alors qu'il a été nommé par Trump le leader, le chef de file de la baisse de taux, puisque je vous le rappelle, hein, Powell était un imbécile, un incroyable idiot, tous les qualificatifs que l'on pouvait que pouvait vouloir savoir donner Trump. Tristement d'ailleurs, à Powell, parce qu'il ne baissait pas les taux, mais quand c'est celui qui l'a dernièrement nommé Warsh, il accepte que les taux ne baissent pas et le marché même s'attend donc à une hausse de taux lors de la prochaine réunion de la Fed. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette évolution depuis que on s'était vu? C'est qu'il y avait quand même 89% ou 81% du marché, hein, dans les 80 et quelques pourcents du marché qui pensaient qu'on resterait sur un taux fixe, donc lors de la prochaine réunion le 29 juillet. Et on peut voir que globalement, ça a slidé, ça a glissé. Et on a quand même 34% maintenant qui pensent que on pourrait avoir cette hausse de taux dès la prochaine réunion, donc dans à peu près un peu plus de 15 jours. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à penser? C'est que pourquoi en fait on pourrait avoir cette évolution-là? C'est que tout simplement, le marché, comme je vous ai mis, le titre de cette vidéo, enfin de ce travail, c'est que les résultats des entreprises passent par-delà les multiples tensions de tous horizons. Et donc, on va faire un peu le tour des horizons. Le premier tour d'horizon que l'on peut faire, bon, forcément, on ne va pas s'étendre dessus, mais il est géopolitique. Géopolitique parce que Trump et l'Iran n'ont pas solutionné, n'ont pas fini leur conflit. Et donc, il y a une tendance, une nouvelle tendance. Hop, on va basculer sur le pétrole. Il y a une nouvelle tendance haussière sur le pétrole avec un retour plus ou moins vers les 80 $. Sans emballement, puisque regardez, avant la guerre en Iran, on était vers les 69 $. On a explosé lors des premiers bombardements sur le plus haut, donc à 100 et quelques dollars. Et là, malgré le conflit, il n'y a pas de panique pour l'instant. On est monté à 80 $. On est très loin donc des plus hauts. On reste un peu plus de 20% au-dessus de ce que c'était avant la guerre, mais on est relativement sur une hausse du pétrole acceptable. Acceptable donc pourquoi? Parce qu'on a un Trump qui essaye de faire du put Trump. Du put Trump. Le put Trump, c'est tout simplement comme on pouvait avoir le put Powell. C'est une expression qui disait que Powell venait toujours un petit peu au secours des marchés quand il le fallait et que Trump, on le sait, finira toujours par venir au soutien des marchés quand il le faut, parce qu'il n'acceptera pas de laisser le pétrole à plus de 100 $ pendant tant de temps. Je pense aussi qu'il a assez fait d'argent sur le coup pour ne plus avoir, pour l'instant, du moins, à refaire un délit d'initié supplémentaire pour aller chercher quelques billets supplémentaires. Donc, pour l'instant, le pétrole est contenu, maintenu, contrôlé, et donc il n'y a pas de vent de panique sur l'aspect géopolitique. Il y a quand même, après, quelques questionnements sur l'aspect économique, macroéconomique au sens un peu plus large, qui est tout simplement, si on prend le 10 ans américain, on peut voir que celui-ci s'est quand même tendu encore plus, hein, si tant est qu'il y avait besoin qu'il se tende ces derniers temps, puisqu'on le voyait, il était, souvenez-vous, on l'avait laissé plutôt vers les 4,50, 4,45, c'était là, sur cette tranche-là, fin juin, ici, vous le voyez là, et il a réussi, donc il a rebondi suite à ce nouveau conflit, et notamment vendredi, il a rebondi sur des seuils des plus hauts du mois de juillet, autour des 4,60 qui est une zone à risque quand même pour les États-Unis. Et c'est ça qui fait aussi donc penser aux investisseurs qu'on pourrait avoir une hausse de taux rapidement de la part de la Fed, puisque on ne peut pas avoir une décorrélation trop importante entre le taux d'emprunt du directeur général, le taux directeur général d'emprunt au niveau de la Fed
et le taux auquel les États-Unis s'endettent. On ne peut pas garder un écart trop important entre ces deux points parce que sinon on pourrait faire du carry trade et puis surtout ce serait dangereux économiquement pour les États-Unis. On a tout de même un avantage à regarder en ligne de mire. Exactement, alors on va y revenir, Yannick. Donc on a quand même un avantage, on va le regarder ici, hop, je vais le mettre plutôt qu'en 1 heure. On va se le mettre ici en 1 minute. On avait fait un travail exactement, un travail des cartes sur le taux obligataire, sur sur les obligations d'État que je te renverrai pour faire le lien. Mais on va en parler aussi puisque c'est bien que on se permette de poser des questions, tant mieux. Généralement, c'est assez rare que j'ai des questions, je vais en profiter. Alors voilà, ce taux par contre, ce taux 2 ans qui lui, étant plutôt souvenez-vous, on avait regardé ce taux 2 ans la dernière fois, que l'on s'était, vu parce qu'on avait dit qu'il y avait un danger à ce que ce taux 2 ans finalement, croisse plus rapidement que le taux 10 ans et ça montrait une certaine forme de manque de confiance dans l'instantanéité de l'économie américaine. C'est-à-dire qu'on préférait prêter aux États-Unis sur 10 ans que sur 2 ans quelque part. Donc forcément, quand on a cet emballement sur le 2 ans, c'est que on craint une phase de danger, hein, quelque chose, d'une crise potentielle ou une arrivée de potentielle crise ou de risque économique, en tout cas, avant de parler de crise, on va parler d'abord de difficultés ou de risques économiques, et que donc ce 2 ans américain, on l'avait vu, suite notamment à la réunion de la Fed, la dernière réunion de la Fed de Kevin Warsh, il s'était emballé, il s'était plus emballé, donc en termes de pourcentage, bien sûr, il était monté plus rapidement que le 10 ans américain. Donc ça, c'était un risque, mais il a baissé, en fait. Sur la semaine dernière, il a perdu déjà pas loin de 4%. Donc, il a quand même baissé ce 2 ans américain, qui est un bon signe, donc, pour l'économie américaine. Et malgré que lui, le 10 ans américain, est monté. Donc, on a vraiment quand même une inversion de tendance. Et ça, pourquoi on peut avoir cette inversion de tendance? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Donc, cette question, on peut la lier, si on veut, à ça. C'est-à-dire que dans le 2 ans américain, on va faire un lien entre les investisseurs eux-mêmes. Si vous voulez, ceux qui investissent sur de l'obligataire, généralement, c'est pas du petit investisseur, c'est pas du particulier qui démarre en bourse, c'est pas de l'investisseur petit, c'est quand même vraiment plutôt laissé à la smart money, laissé aux gros poissons, donc les bancaires et autres, les fonds d'investissement qui, eux, peuvent se permettre de faire vraiment du trading sur obligation. C'est plus rare quand on est un particulier et que l'on fait de l'obligation. Alors oui, si notre banquier nous appelle et qui nous vend de l'obligation, mais quelque part, c'est le banquier qui nous sollicite et qui nous vend de l'obligation. Donc, c'est une démarche de la banque de placer des obligations d'État. Donc, si vous voulez, le particulier qui se lance en bourse, il ne va pas aller trader direct les obligations d'État, il ne va pas aller insuffler ces marchés-là. Et donc, si vous voulez, quand on a ce pivotement un petit peu vers le 10 ans, c'est rassurant déjà pour le marché quand même. Ça montre que les investisseurs, si l'obligation descend, c'est aussi que peut-être on a trouvé qu'à un moment donné, elle avait atteint un certain prix qui était devenu intéressant. Et souvenez-vous, les obligations, ça fonctionne à l'inverse. Plus on va avoir de personnes qui sont preneurs de l'obligation, moins le prix de l'obligation va monter, plus il va descendre d'ailleurs. Et à l'inverse, moins on va avoir d'investisseurs volontaires à acheter l'obligation, plus son rendement va monter. Donc ça marche un peu en sens inverse des actions. Et du coup,
Là, le fait peut-être que le prix de l'obligation, 2 ans ait atteint presque les 4%, c'est plus pour moi ça qui exprime ce repli un petit peu parce que en fait, tout simplement, on a potentiellement eu des investisseurs qui se sont dit: «Bah, attends, à 4%, je vais aller prendre de l'oblig 2 ans, mon argent va être pas bloqué, si longtemps que ça et ça va me permettre de pouvoir, générer quand même, un rendement intéressant sur 2 ans». Donc bon, pourquoi donc, à 4,60 sur 10 ans, c'est une zone à risque? Bah, il y a plusieurs, éléments. Les 2 éléments qu'on met le plus en avant, forcément, oui, c'est pour la charge de la dette, hein, puisque, la dette américaine va peser, sur les comptes et que en plus de ça, on avait, la Fed qui, notamment Kevin Warsh, qui a annoncé qu'il était plutôt partisan d'un ralentissement du bilan de la Fed, hein, donc d'épurer le bilan de la Fed et donc d'acheter moins, de moins acheter de dettes, donc du coup laisser les marchés s'impliquer un peu plus dans la dette américaine, voir s'il le fait réellement en pratique, mais en tout cas, c'est ce qui était un petit peu entamé depuis quelque temps par la Fed, donc il est dans la même démarche. Et donc, si potentiellement on a ce taux d'intérêt qui monte sur la dette, ben forcément, ça devient de plus en plus dangereux pour le gouvernement américain pour pouvoir réaliser ben, des objectifs de campagne, mais tout simplement même maintenir, parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, quand il n'y a plus de sous, eh ben, on fait ce qu'on appelle le shutdown, les fonctionnaires ne viennent pas travailler et on arrête de les payer. Donc, jusqu'à ce que on puisse avoir recrédité un peu d'argent. Donc, des fois, ben, pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, ça peut arriver que ben, les musées sont fermés parce qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Ça peut arriver que certains aéroports même soient pénalisés, etc., etc. Ils l'ont fait il y a Michel. quelque temps, non? Ils l'ont fait il y a quelque temps, tout à fait. Et donc D'accord. ça, qu'est-ce que ça amène? C'est que ça amène aussi un ralentissement de la croissance économique du pays. Donc c'est un peu un cercle, un mauvais cercle, hein, un cercle vicieux. C'est que ben, tu peux pas payer les salariés, donc tu leur demandes de pas venir travailler, mais comme c'est fermé, ben, tu génères pas de croissance. Comme tu génères pas de croissance, tu génères pas d'argent pour payer ta dette, et donc ben, tu vas de plus en plus devoir fermer, et donc potentiellement c'est pas le bon cercle pour pouvoir s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on demande au Sénat de bien vouloir relever le plafond de la dette et pouvoir s'endetter à nouveau pour pouvoir payer et reprendre un système plus normal. Donc, qui vient prendre la dette? On a vu justement dans une autre vidéo comment ça fonctionnait quand on place la dette, hein, et donc, comme on disait, en fait, si vous voulez, ben, quand les États-Unis émettent, par exemple, 100 milliards, je vous dis n'importe quoi, mais 100 milliards de dettes sur 10 ans, il y a les banques qui vont répondre comme un appel d'offres. Donc, il va y avoir, je sais pas, JP Morgan qui va dire, bah, OK, moi, je prends 10 milliards à tel taux, et etc. Et chacun se place à un taux auquel il est intéressé de prêter avec une somme. Et donc, ben, on part de tout en bas, on remonte jusqu'à avoir atteint la somme voulue pour l'endettement. Et quand on a atteint la somme voulue pour l'endettement, ce taux de la banque qui avait, donc si on prend 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards, et on remonte comme ça, quand on arrive au cinquième ou sixième, et que ça y est, on a atteint la somme qu'on voulait emprunter, si cette banque-là ou cet investisseur-là avait demandé ben, 4,60% pour nous prêter cette somme, tous ceux qui sont en dessous et qui avaient proposé un taux plus bas sont servis aux 4,60 de cet investisseur-là. Donc, il tire tous les autres investisseurs vers le haut. Et c'est ça, on en a parlé il y a quelques semaines. Et donc ça permet, en fait, pour que la prochaine fois, eh ben, on va se dire quoi? Ben, tiens, j'avais pas été assez gourmand, j'avais dit 4%, peut-être, et finalement on a fini à 4,60. Ben, en fait, c'est que je suis pas bien placé. Donc la fois d'après, quand on va faire appel, je vais directement me placer peut-être à 4,40 ou 4,30 et etc. Et donc, au lieu d'être à 4,60, ben, peut-être que quand on va faire l'emprunt, si on n'a pas eu des nouvelles entre-temps, eh ben, celui qui avait mis 4,60, il va mettre 4,70 cette fois-ci, et tout le monde va être servi à 4,70. Et donc, bah, c'est pareil, c'est un cercle un petit peu aussi vicieux qui peut tirer le marché obligataire vers le haut, notamment pour les États. Et donc,
qu'est-ce qui peut se passer aussi? C'est que quand on emprunte sur la réserve fédérale à 3,50, 3,75 de l'argent, si on a une décorrélation trop importante entre le prix où nous on emprunte l'argent et le prix où on va le prêter aux États-Unis, bah, tout simplement, on peut faire du carry trade. Alors, carry trade, c'est quelque chose que tu as dû connaître, Yannick, notamment au Japon ces dernières années, avec des taux qui étaient tellement bas au Japon que bah, les gens allaient, les gros investisseurs allaient au Japon, emprunter de l'argent japonais, le convertissaient en dollars et le reprêtaient ou le réinvestissaient sur les marchés. Et, euh, et donc, cette différence, l'argent était gratuit d'un côté, je prenais l'argent gratuit et je le réinvestissais, je le reprêtais aux États-Unis à 4%. Donc, c'était parfait pour moi, puisque cet argent m'avait rien coûté. Bon, bien sûr, dès que les Japonais ont vu l'économie un petit peu ralentir et qu'ils ont voulu remonter les taux, ben là, il y a eu un effet donc, assez important. Donc, c'était en août 2024, il me semble, où il y a eu cet effet donc, sur les marchés où tous les investisseurs du carry trade ont dû liquider leur position pour pouvoir rembourser les taux avant que le yen ne se renforce. Michel. Ça avait été sauvage. Ouais, 1 ou 2 journées sauvages, on avait eu à cause de ça. Donc là, on peut avoir pareil, 350, 375. Bon, là, forcément, l'écart n'est pas encore assez important, mais ça reste pas bon parce qu'on peut se dire, bah, tiens, on va emprunter un petit peu d'argent et on peut le prêter aux États-Unis et finalement bah, gagner 1% de plus que ce qu'on a emprunté l'argent sans rien faire, hein, en fait, tout simplement, juste en étant intermédiaire alors que on n'a rien fait, c'est pas nous qui avons fabriqué cet argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi quand on fait ça? Ben, c'est que on va dévaluer le dollar au lieu de le renforcer. Et donc, ça peut avoir encore un autre effet par ricochet. Toujours pareil, hein, l'économie, c'est une question de cercle. Hein. Et donc, ben, si on dévalue le dollar, c'est encore plus dur à pouvoir remonter la dette. Donc, l'objectif, c'est un peu plus de renforcer pour l'économie américaine le dollar que de le laisser partir, surtout quand on voit les Européens qui, eux, montent leur taux. Alors, montent leur taux pour d'autres raisons. C'est parce qu'il y a de l'inflation, notamment liée à la guerre, et donc ils sont obligés, c'est la dernière fois, d'avoir monté les taux, alors que les États-Unis sont restés en statu quo. Nous, on a monté les taux, donc on a renforcé un petit peu l'euro. On ne peut pas rester comme ça trop longtemps non plus. Donc, peut-être que va falloir qu'il y ait une réponse du côté de la Fed aussi, pour bien que l'euro-dollar, si on le regarde, je pense que je l'ai dans ma liste, oui, l'euro-dollar, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de vent de renforcement, hein, au contraire, il y a plutôt eu un renforcement du dollar face à l'euro que l'inverse ces derniers temps. Voilà, là je suis en 126, alors attends, c'est pas celui-là qu'il faut que je mette, forcément. On va le mettre en 1 heure, ce sera plus sympa qu'en 126. Voilà, donc on peut voir quand même que là, depuis du coup juin et la dernière réunion de la Fed, on a plutôt eu un renforcement hein, du dollar face à l'euro que l'inverse. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu des propos de Kevin Warsh qui nous explique que il n'est pas si partisan que ça des baisses de taux. Voilà, tout simplement. Hein. On le savait. Historiquement, c'est pas un faucon, c'est pas un gars qui est très souple sur les baisses de taux. Donc, il a plutôt, à notre sens, on l'avait vu, gardé ce sentiment-là et cette position-là que celle de Trump pour le marché en tout cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui pousse du coup un petit peu les marchés comme ça vers le haut? Parce que les marchés, eux, ma foi, regardez, on n'est pas loin de 30 000 points. On n'est pas loin d'ailleurs, on est aux 30 000 points.
on résiste bien, hein, on a des beaux mouvements, mais on n'a pas de vent de panique. Et surtout, regardez-moi ça, surtout, c'est le VIX. Le VIX, lui, qui s'écrase complètement de plus en plus, de jour en jour, et qui baisse, qui baisse, qui baisse. On arrive quand même sur une zone technique sur le VIX. Le VIX, pour rappel, donc c'est l'indice de volatilité des marchés. Il sert à quoi? Il sert à contrôler déjà la volatilité qu'il peut y avoir sur le marché, donc savoir si on est sous tension ou si on est sur des secousses. Là, c'est loin d'être le cas, forcément, mais aussi, il sert de couverture. Pourquoi de couverture? Parce que, vous le savez, sur le marché, les acteurs principaux du marché, pas les petits particuliers, mais la smart money, elle est positionnée à l'achat, hein, elle est structurellement positionnée à l'achat, et donc quand de temps en temps, elle veut pouvoir vendre et suivre un marché un peu baissier, elle a plusieurs outils dans sa manche. Le premier, c'est le fait de shorter des actions. Donc shorter, c'est-à-dire qu'elle va emprunter des actions de quelqu'un d'autre pour les vendre et lui racheter plus tard, pour pas liquider les actions qu'elle détient en portefeuille. Et les autres éléments, ça peut être aussi le VIX, où on se dit, comme le marché va baisser, le VIX, lui, qui représente la volatilité, va trouver qu'il y a un écart entre le prix le plus haut et le prix le plus bas dans chaque journée qui est de plus en plus grand. Et donc, cette volatilité, du coup, elle va monter. Elle va estimer que l'écart, il grossit, donc elle va monter. Et donc, eux, ils achètent la volatilité pour couvrir cette baisse qu'il y aura sur les marchés. Et donc, tout simplement, c'est un actif, si on peut dire, c'est un instrument de couverture pour ces acteurs qui sont positionnés achat depuis peut-être 5 ans et qui n'ont pas envie de perdre leur action et leur PRU qui est super bien placé en termes de prix, et donc qui préfèrent utiliser des instruments comme ça de couverture. Donc, dans cet instrument de couverture, on va avoir une position qui est à 12,89. Donc là, on est quand même sur un marché qui n'a pas peur, hein. Normalement, on est plutôt situé entre 14 et 15, voire 16. C'est un marché lambda, hein, plutôt lambda, plutôt en phase de range. S'il est plutôt en dessous 12-10, c'est un marché plutôt haussier. Et s'il est au-dessus de 17-20, et il peut alors monter même à 30-40, voire 50. Et là, s'il est au-dessus de 17 à 20, c'est un marché plutôt baissier. Et s'il est au-dessus de 20, c'est un marché plutôt baissier fort. Et s'il est au-dessus de 30, c'est un marché qui commence à stresser, qui commence à paniquer. Donc, à aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi tout va bien dans le meilleur des mondes? On le dit dans le titre, hein, donc je ne vais pas vous surprendre, parce que c'est la saison des résultats. Les résultats sont plutôt bons, ils sont plutôt comme attendu. Nous, dans la tech, on va avoir vraiment le gros des résultats qui sortira d'ici une semaine, 15 jours. Hein, ça va tomber grosso modo en même temps que la Fed, mais on commence à avoir des résultats d'entreprises qui rassurent, de la consommation, et donc qui permettent de se dire que ça ira au niveau des puces électroniques et du Nasdaq. Voilà un petit peu pourquoi nous, on n'est pas dans une phase non plus de poussée haussière, hein. Si on regarde le graphique, voilà, sur la semaine dernière, regardez, on avait démarré lundi vers les 30 000 en fait, hein. Voilà, on est allé jusqu'à 30 000 le jour de la semaine, 30 094. On est descendu jusqu'à 29 000, on est revenu à 30 080 ou 70. Voilà, 30 032 en clôture. Donc, en fait, finalement, on a fait une semaine pour rien. On a fait le balai d'essuie-glace et tant mieux, on a testé un point bas. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que, souvenez-vous, on avait cette zone ici que l'on a tracée il y a fort longtemps, hein, maintenant. Il marche très très bien ce canal dès qu'on rentre dedans. On rebondit assez bien. On a fait quand même un plus. Ici, on est revenu sur des plus bas de plus en plus haut et on a réussi à faire des plus hauts plus hauts. On est un peu dans la zone clé parce que si on casse ce plus haut ici,
qui est le dernier, en fait, bon, on inverse la figure pour aller chercher l'autre plus haut, qui serait plutôt vers les 30 300 ou 30 250. Si on n'y arrive pas à le casser et qu'on retombe, là, regardez, on peut avoir quand même à l'inverse un double top, comme on dit, ou un M un petit peu comme on l'a vu. Hop, alors attendez, ou un M comme on l'a vu ici, tac, 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 poum, alors qu'on avait cassé ici le dernier plus haut. Ici, on peut avoir cassé le dernier plus haut, mais rebuté sur la même zone, et poum, et donc ça voudrait dire que si on casse l'intérieur, tiens, c'est le même intérieur ici, vous voyez, clac, c'est le même intérieur donc qui se situe vers les 680. Si on le casse, en fait, finalement, ça tire un petit peu la chasse et ça va chercher au moins le canal, au moins les 29 250. Voilà. Donc, souvent, remarquez-le, on fait ça plutôt sur la partie des sessions asiatiques. Pourquoi les sessions asiatiques et pas les sessions les autres? C'est parce que l'Asie actuellement, on a eu des très bons résultats sur Samsung, mais le KOSPI, hein, l'indice de Corée du Sud, où on a quand même beaucoup hein, de tech et notamment de fournisseurs de puces, a tellement monté pendant enfin, c'est indécent, je crois qu'il a fait 400% sur les 2 dernières années, quelque chose comme ça. Donc, il est tellement monté que finalement, on a un peu de prise de bénéfice, rien de panique, pas d'effet de panique, mais des prises de bénéfices qui tirent un petit peu ce marché, un petit peu, même le Nasdaq, un peu vers le bas. Et quand les Américains arrivent, ils se disent hop, 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 là, comment ça se fait qu'on en est là? Je remets une pièce dans la machine et hop, on revient à l'équilibre. Donc, voilà un peu pourquoi on a des mouvements comme ça quand même qui peuvent être comme celui-ci, presque chaque jour, chaque session asiatique, et donc qui pourrait nous amener ce soir à l'ouverture, surtout qu'on n'a pas eu des nouvelles folles dans le week-end, hein, au contraire, nous ramener avec une tentative échouée de cassure qui redescendrait. Mais honnêtement, c'est pas ce à quoi je crois. Donc, pourquoi j'y crois pas? Parce que ici, vous savez que c'est quelque chose que je regarde quand même. Tiens, on va le rechanger comme ça. Je vais vous mettre une autre time frame. Vous savez que pour voir un petit peu la trajectoire, on va dire, de la semaine à venir, je regarde un petit peu comment ils ont voulu clôturer. Et donc là, quand on regarde, on peut voir que juste avant le week-end, ils ont plutôt voulu clôturer à la hausse, hein, finalement, regardez, que sur un effet où on serait plutôt monté à 15h30, comme ça, vers ici, et plus on se rapprochait de 22h, plus on était revenu vers là. Vous voyez, à l'inverse, en fait, on a stagné ici et on a explosé pour stagner là-haut. Donc, on s'est rapproché du point haut juste avant le week-end. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont acheté quand même avant le week-end. Avant le week-end, pourquoi? Alors que dans ce week-end-là, il y avait potentiellement un risque de nouvelle ouverture de conflit en Iran, direct entre les États-Unis et l'Iran. Donc, pourquoi on a racheté juste avant le week-end? Ça veut dire que quand même, je pense qu'ils étaient un peu chauds, et donc je vois pas pourquoi ils réouvriraient pas plutôt en essayant de casser le dernier plus haut que en essayant de revenir travailler la zone basse. Donc souvent, ça donne un signal de ce qu'ils peuvent vouloir faire, et c'est pourquoi je vais plutôt regarder vers le haut et je me dis qu'ils peuvent sur l'ouverture, soit revenir prendre appui vers les 29 925 et après boum, aller le casser par le haut, soit rester sur des zones hautes et attendre les Américains pour venir titiller les 30 250. Voilà, c'est un petit peu le projet. En tout cas, j'ai du mal à imaginer qu'on vienne casser les 700 ou 750 là dans la nuit. Maintenant, ça reste possible avec les Asiatiques qui sont plutôt sur des prises de gains en ce moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se marquer? C'est que on n'a pas de news hein, cette semaine qui puisse vraiment. Alors bon, en plus, forcément, semaine presque, plus on va se rapprocher de la Fed, plus on va devenir sur une phase de range. Donc, on est quand même sur des phases un petit peu plus
horizontale que verticale. Lundi, mardi, lundi rien. Donc pour moi, lundi rien, ça veut dire tentative, à mon sens, comme je viens de vous dire. Je pense que l'effet de tentative juste avant la clôture peut durer lundi sur rien, en fait, hein, sur aucune annonce particulière, sur l'idée que le pétrole n'a pas flambé, sur l'idée que les Iraniens ont tenté de riposter mais n'ont pas réussi réellement, sur l'idée qu'il n'y a pas eu d'aggravement du conflit dans le week-end. Donc, s'il n'y a pas d'aggravement, potentiellement, rien de nouveau à l'ouest, comme on dit. Donc, on pourrait revenir au moins là, tester les 30 150, 30 250, à mon sens, cette tranche-là. Dès lundi, là, ici, hop, je suis allé un peu bas, voilà, plutôt comme ça, dès lundi, parce que pas de réelle news. Mardi, news sur les bancaires, j'espère qu'elle sera bonne. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle soit moins bonne que les autres, mais bon, on ne sait jamais. Si la news sur les bancaires n'est pas bonne, là oui, on aurait un retour vers les 29 800, 29 750, à mon sens. Dans la journée, hein, on pourrait perdre du coup entre 300 et 400 points, peut-être en tentative et les 800 et rebondir pour clôturer plutôt vers 29 900. Et donc après, on aura mercredi donc ASML en pré-market, et là, le marché peut s'emballer. On peut gagner un bon 1,5%, 2% si les résultats sont bons, parce que du coup, tout le marché va se dire, ça y est, le premier sorti, il est là, il est bon, les autres vont emboîter le pas et on va frapper fort. On a connu ça sur les dernières sessions, les dernières périodes de résultats. Si, à l'inverse, ça déçoit, là, attention, parce que du coup, ça pourrait faire un double effet, on peut dire, et une accumulation entre la baisse des Américains et la prise de bénéfices sur le Kospi de Corée du Sud. Et là, ça peut descendre aussi un peu fort et on pourrait revenir assez vite vers ces 29 250 mercredi si les résultats ne sont pas bons. Parce que ça nous ferait perdre dans les 3%. Voilà, 3% en une journée et une nuit, c'est rien de fou. Voilà. Ok, bon, un peu plus. Et donc si donc ça, je vais me le marquer quand même parce que là, je commence à parler beaucoup. Après, je vais même plus me rappeler ce que j'ai dit. Donc, hop, lundi sur rien, tentative de casser le plus haut pour tester 30 250. Mardi, résultat bancaire. Donc, si bon, retentative 30 250, voire après, ou retour sur 29 750, 29 650. On va mettre 29 700, oui. Voilà. Et mercredi, résultat ASML. Si bon, on va chercher 30 500, en gros, parce que si on est bon, on peut faire du 2% à la hausse, hein, ça ferait quoi ça, 2%, ça représente 600 points maintenant, donc ça va vite. Hein. On peut très très vite décoller vers les 30 500 là. Hein. Et ça nous, alors attention, il faudra faire attention aux 30 300 là. Hein. Ce sera une zone quand même difficile. Mais si on la casse, après, c'est comme dans du beurre. Hein. Jusqu'à 500, 550 même. Donc, ça, on va se le marquer.
ASML. Si bon, on va chercher 30 500 en faisant attention à 30 300 sur en résistance. Et si mauvais, retour sur 29 250 minimum. On va se mettre un minimum. Voilà. Et vendredi, bon ben là, vendredi, jeudi, vendredi, on va plutôt jeudi, vendredi, on va latéraliser. Hein, on va plutôt venir créer ce range, soit du coup sur la partie basse, soit venir créer ce range plutôt vers ici, soit venir créer un range plutôt vers ici, au-dessus des 300 ici. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yannick, Très clair, est-ce merci. que... Pour moi, c'est nickel. Parfait. Merci. Yannick, est-ce que les obligations, c'est vu? Tiens, j'invite comme ça. Hop, je vous invite à... Yes. Hop, on va mettre... Tac. Hop, 2ST. Je vais vous partager dans le chat notre travail sur les obligations d'État, qui pour moi en plus était un très bon... Ah, le live que tu avais fait sur ça? C'est ça que tu Ouais, partages? Que tu as dit? ouais. D'accord. J'ai été- Bon, je le partagerai, je le repartagerai dans le groupe parce que là je suis pas sûr de trouver lequel c'est. Ça fait plus d'un mois. Hein. Au moins un mois et demi, 2 mois. Ah ouais. Ouais, ça fait. Ah ouais, c'était. Ah oui. Ça fait un moment quand même. Le temps passe vite. Vincent, si tu as des questions, n'hésite pas. Oui, Vincent, je sais pas, il dit Richard, mais bien sûr, là en même temps on cherche ça, mais hop, je pense que c'était celui-là. 14 juin, je pense que c'était. Oui, Vincent, bien sûr, n'hésite pas. Bon, ben voilà. Je vais chercher ça, je vais te les mettre. Bon, je vais le chercher, je vous l'enverrai. Bon, ben, si c'est clair pour tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Merci. Et puis voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Bisous à tous et toutes. Je crois que c'est celui-là. Je t'envoie, Yann. Et, ouais. Il est mal cadré en plus. Bon, allez. Bon, ben écoutez, merci à tous. Et puis, ben, du coup, à demain. Je serai là pour ça, pour le live. Ciao à tous, ciao, bonne soirée, à demain. Bisous. Bisous.